beaucoup. Donc oui, je m'appelle Gilles de Corbet, je suis conteur. Donc ça fait une quinzaine d'années à peu près maintenant que je me produis en France, en Suisse, qui est mon pays, dans des écoles, dans des librairies, dans des bibliothèques, des festivals, des théâtres, et j'y raconte des histoires. Des histoires surtout grecques en fait. Mon répertoire est surtout grec, pas uniquement, mais en bonne partie. Pourquoi? Parce que je suis très attaché à ce pays où j'ai longtemps vécu. J'ai la chance de parler grec. Et c'est quand même la première fois que je vais dire des contes en Grèce. J'ai fait comme Alexandre le Grand, je suis allé jusqu'au Pakistan pour raconter des histoires grecques. Et j'en avais pas encore raconté ici jusqu'à avant-hier. Voilà, et donc maintenant enfin c'est l'occasion et je vous remercie beaucoup d'être présent, d'avoir fait ce déplacement. Je remercie beaucoup Odile et toute l'équipe de Lexicopolio de m'accueillir. Je remercie aussi l'ambassade de Suisse et notamment son excellence, monsieur l'ambassadeur de Suisse, Olaf Jensen, qui peut prendre des photos s'il veut, pour la publicité qu'il a donnée à l'événement. Alors, je raconte en général des histoires poétiques avec une dimension philosophique, mais j'aime bien les histoires drôles aussi. Et je pense que c'est parce que je suis très content d'être ici à Athènes, un peu excité, que j'ai choisi de vous raconter plutôt des histoires qui, moi, me font rire. Voilà. Alors, l'histoire, est-ce que les contes, est-ce que c'est pour les adultes ou les enfants? Ben, il y a de tout, en fait. Il y a des histoires qui sont pour les adultes, des histoires qui sont pour les enfants. Moi, je n'aime pas exclure, au contraire, j'aime accueillir. Je raconte des histoires qui, en général, s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Aux adultes qui ne sont pas déconnectés de l'enfant qu'ils ont été, qui est encore en eux, qui parfois sommeille et que je vais tâcher de réveiller, si c'est le cas. Et comme dit le franco-grec, je vais commencer par une histoire d'un auteur franco-grec. C'est l'histoire d'un géant qui avait des chaussettes rouges. Et quand je dis un géant, il était vraiment très grand, hein, parce qu'il était haut comme un immeuble de 3 étages. Sauf qu'il ne vivait pas sur la terre, mais sous la terre, dans un trou, tout seul. Alors il s'embêtait dans son trou, hein, surtout que ça faisait longtemps qu'il y était. Alors un jour il a dit « Oh, j'en ai assez d'être dans mon trou tout seul, je veux sortir et me marier. » Alors il s'est mis à gratter la terre au-dessus de sa tête, et il pensait qu'il allait arriver au milieu des champs, à la campagne. Eh bien non, au-dessus de sa tête il y avait un village. Et dans ce village habitait notamment une jeune fille qui s'appelait Mireille. Et Mireille, elle adorait les œufs à la coque. Et ce jour-là, elle était dans sa petite maison, sur sa chaise, devant sa table, sur laquelle il y avait un coquetier, sur le coquetier un œuf à la coque, et Mireille était armée d'une petite cuillère, et elle s'apprêtait à frapper l'œuf afin de le décoiffer, avec l'intention de manger le contenu de l'œuf. Vous visualisez la scène là? Très bien. Donc elle a levé sa main, elle a frappé l'œuf, à peine elle a frappé que toute la maison a tangué. Oh là là, j'ai dû le frapper fort cet œuf. Ah ben il n'est même pas fondu. Ah ben je vais frapper une deuxième fois. Alors de nouveau elle prend son élan avec sa main et paf. Et là toute la maison bougeait tout entière. Oh là 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 là, je savais pas que j'avais une telle force quoi. Il faudrait peut-être que je renonce à manger cet œuf. Mais elle les aimait tellement, les œufs à la coque, Mireille, et elle avait tellement faim qu'elle a décidé de frapper une 3e fois. Elle lève la main et paf, et là toute la maison, wow, s'est envolée dans le ciel comme un bouchon de champagne, ouh, montait là-haut. Parce que le géant était apparu, sa tête, il a retiré encore ses bras de la terre. Alors à un moment donné quand même, la maison avec tout le contenu, hein, avec Mireille, à l'intérieur, la table, la chaise, le coquetier, l'œuf, la petite cuillère, s'est stabilisé, puis a commencé à redescendre. Ouh. Et où est-ce qu'elle est retombée, la maison? Ben, sur les cheveux du géant. Alors le géant, il a encore dégagé ses bras, ses mains, puis il a senti qu'il y avait des gravats, puis il y avait une petite bête vivante, là, alors il l'a regardé, et il lui a demandé « bah t'es qui, toi ?»
Vous aurez peut-être deviné que c'était Mireille. Mireille qui n'était pas très contente parce qu'on venait de lui casser sa maison. Je m'appelle Mireille. Oh, Mireille, je t'aime, je veux marier avec toi. Oui, eh ben d'abord il faudrait me poser par terre. Alors le géant, il a posé par terre Mireille. Mais Mireille, à peine elle était par terre, elle s'est enfuie en courant et en poussant un cri. Ah! Oh, c'est pas une réponse à une demande en mariage. Alors le géant, il a fini de sortir là, et puis il a épousseté la terre qu'il avait sur ses vêtements. Il dépassait très largement les maisons du village. Sont arrivés les deux personnages principaux, monsieur le maire, monsieur le curé, qui n'étaient pas très contents. Dites donc mon garçon, qu'est-ce que ça veut dire d'apparaître au milieu des villages et de détruire les maisons? Oh, excusez-moi, je croyais que j'allais apparaître à la campagne, j'ai pas fait exprès. Oui, mais la maison de Mireille, là, vous l'avez complètement cassée. Oh, ça, faut pas vous en faire. Moi, construire des maisons, ça me connaît, vous allez voir. Et le géant a prononcé une formule magique. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que se reconstruise la maison de Mireille. Il a parlé et la maison de Mireille se reconstruit exactement comme elle était auparavant, avec la table, la chaise, le coquetier, l'œuf, la petite cuillère. Alors monsieur le maire était très content, a remercié le géant, il est allé vaquer à ses affaires de maire. Le curé est resté. Oui, mais enfin mon garçon, quand même, vous lui avez fait une belle frayeur à ma chère Mireille. Oh, monsieur le curé, à propos de Mireille, il faut que je vous dise, moi je l'aime, je veux me marier avec elle. Ah, mais non, ça, ce n'est pas possible, mon garçon. Et pourquoi c'est pas possible? Et parce que vous êtes beaucoup trop grand, regardez l'église, vous entrerez jamais dedans. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est petite. On pourrait peut-être l'agrandir un peu, je pourrais souffler par la porte. Ah non, ce serait pas du jeu. De toute façon, c'est à vous de rapetisser, c'est pas à l'église de grandir. Rapetisser, comment je peux rapetisser, moi? Écoutez, mon garçon, vous m'êtes sympathique. Allez voir le grand mage de Chine, lui, il pourra peut-être faire quelque chose. Le grand mage de Chine, où est-ce qu'il habite, ça, le grand mage de Chine? Eh bien, en Chine, bien entendu. Ah bon, très bien. Au revoir, monsieur le curé, j'y vais. Attendez, mon garçon. Moi, je veux bien lui parler à Mireille pendant votre absence. Hein, essayez de la convaincre de se marier avec vous. Elle ne va pas vous attendre 10 ans non plus. Hein. Soyez revenu d'ici une année. Hein, et je la convaincrai de vous épouser. Après, ce sera trop tard. Ah, très bien, alors je me dépêche. Au revoir, monsieur le curé. Il est parti, le géant. Alors, avec ses grandes jambes, il avançait très vite. Hein. Non, enfin, quand même, la Chine, c'est loin. Ça lui a pris 3 mois d'arriver en Chine. Et le pays est si vaste, ça lui a pris encore 3 mois pour trouver la maison où habitait le grand mage de Chine. Pendant ces 6 mois, il a appris le chinois. Il frappe à la porte, le grand mage de Chine sort, le géant lui dit « Yong, tototon, kong, kong, go ». Je traduis en français, ça veut dire « Est-ce que c'est bien vous, le grand mage de Chine ?» Alors le grand mage de Chine lui a répondu en chinois également, bien entendu, Yang Chong Kong Kong Go. Alors le chinois c'est à la fois facile et difficile, c'est-à-dire c'est toujours la même phrase, tout est dans l'intonation, et c'est comme ça qu'on change le sens des mots. Donc je vous traduis en français, hein, ça voulait dire oui c'est bien moi et alors. À partir de là, pour faciliter la compréhension et gagner un petit peu de temps, je vais directement traduire en français le dialogue. Est-ce que vous auriez une potion magique pour moi? D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Attendez un instant. Il est rentré dans sa maison, le grand mage de Chine, il est ressorti avec un petit verre qui contenait une potion magique. Mais il était si minuscule, le verre. Le géant, il ne le voyait même pas. Impossible de voir la potion magique. Oh, attendez-moi un instant, je reviens avec un récipient plus grand. Alors il rentre chez lui, le grand mage de Chine ressort avec une bouteille qui contenait de la potion magique. Alors il la voyait cette fois, le géant, seulement avec ses gros doigts, il n'arrivait même pas à l'attraper. Je reviens tout de suite, attendez un instant. Il est rentré chez lui, il est ressorti avec un tonneau. Alors, le géant s'en est emparé, il l'a bu comme si c'était un verre de bière. Glou, 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 et oh, ah, il était toujours aussi grand. Haut comme un immeuble de 3 étages. Par contre, oh, ses chaussettes n'étaient plus rouges, mais elles étaient vertes. Mais c'est pas ça que je vous ai demandé, moi. Je vous ai dit que je voulais rapetisser, pas changer la couleur de mes chaussettes. Oh, excusez-moi, je me suis tombé de potion magique. Attendez-moi, attendez, je viens tout de suite. Il est rentré chez lui, il est sorti avec un autre tonneau. Le géant l'a bu, glou, 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 et oh, ah,
quel soulagement, ses chaussettes étaient redevenues rouges. Ouais, bah, d'accord, je suis content, mais bah, moi je voulais rapetisser. Ah, désolé, je n'ai plus une goutte de potion magique, revenez dans 6 mois. Mais je peux pas revenir dans 6 mois, faut que je me marie avec Mireille. Écoutez, vous m'êtes sympathique, mon garçon, allez voir de ma part le grand mage breton. Le grand mage breton, je suis la vie de le grand mage breton. Mais en Bretagne, bien entendu. Ah bon, merci, au revoir. Il est parti, c'est loin la Bretagne de la Chine, hein. Ça lui a pris 3 mois pour arriver en Bretagne. Et c'est une vaste région, ça lui a pris 1 mois pour trouver, on en est à combien de mois là? 10 mois. Encore 1 mois pour trouver la maison du grand mage breton. Il frappe à la porte, le grand mage sort de la maison, et le chien lui dit « Yo, tototon, congo. Je n'ai absolument rien compris à ce que vous m'avez dit. » Oh, je me croyais encore en Chine, excusez-moi. Oh, bah c'est rigolo ça. Oh, vous avez le droit de rigoler. Hein. Bah je vais vous parler français, oui c'est plus simple. Voilà, j'aime Mireille, je veux me marier avec elle, j'aimerais rapetisser. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, attendez-moi un instant. Le grand mage breton rentre chez lui, ressort avec un tonneau, le géant s'en empare et glou glou glou. Oh, ah, il n'était plus haut comme un immeuble de 3 étages, non, mais comme un immeuble de 6 étages. Oh, je suis désolé, je me suis trompé, attendez-moi un instant. Il rentre chez lui, le grand mage breton, il ressort avec un autre tonneau, glou glou glou. Oh, ah, ouf, il avait retrouvé sa taille d'avant. Ouais, bah c'est mieux, mais moi je voulais rapetisser. Ah, désolé monsieur, je n'ai plus une goutte de potion magique. Oh, mais moi, il y a Mireille qui m'attend, je dois rentrer. Écoutez, mon garçon, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le pape de Rome. Tiens, voilà. Le pape de Rome. Où est-ce qu'il habite, le pape de Rome? À Rome. Ah bon, très bien, merci beaucoup, au revoir. Alors il est parti. Ça lui a pris 1 mois pour arriver à Rome. À Rome, il a dû se perdre un petit peu dans les ruelles parce que ça lui a pris encore 15 jours pour trouver la maison du pape de Rome. Alors il frappe à la porte, le pape sort, le géant lui dit bonjour, est-ce que vous parlez français? Oui, bien entendu, chaque fois que je prononce la bénédiction Urbi et Orbi, je parle dans toutes les langues. Ah bon, vous savez même le chinois? Bien entendu. Comment on dit joyeux Noël en chinois? Oh, non, en grec. Vous savez pas? Si, bien entendu, Kalachristoyen. En allemand. Vous savez pas? Si, Schöne Weihnachten. En suisse allemand, ça, vous savez pas? Schöne Weihnachten. De toute façon, on n'est pas là pour parler de Noël. J'aime Mireille, je veux me marier avec elle, j'aimerais rapetisser, vous avez une potion magique? Non, je ne vends pas des potions magiques, moi. Écoutez, moi, c'est à l'église que je veux me marier, ça vous concerne. Bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Attendez-moi un instant. Il rentre dans sa maison, le pape de Rome, il prend son téléphone. Alors, c'était pas un téléphone avec les chiffres, mais avec des lettres. Avec tout l'alphabet, alors il a frappé sur SVM. Si vous avez un téléphone comme ça, vous pouvez essayer, hein. SVM, c'est la Sainte Vierge Marie qui répond. Oui, allô, mon cher pape, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sainte Vierge Marie, j'ai un géant devant ma maison qui aimerait rapetisser. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Est-ce qu'il n'aurait pas des chaussettes rouges par hasard, ce géant? Ah, formidable, Sainte Vierge Marie. Comment vous avez deviné? Oh, je sais beaucoup de choses, mon cher pape. Écoutez, ben oui, hein, on va exaucer son vœu. Donc, qu'il aille chez le teinturier d'abord, qu'il lui confie sa paire de chaussettes rouges, parce que depuis le temps qu'il les porte, ça ne doit pas sentir très bon. Ensuite, qu'il se rende au bord de la mer, qu'il se trempe les pieds et qu'il prononce 3 fois mon nom. Et là, il pourra rapetisser. Et comme je prévois qu'il aura encore quelques ennuis, je suis prête à exaucer pour lui 3 vœux, pas un de plus. Merci beaucoup, Sainte Vierge Marie, il ressort, il rapporte les paroles de la Vierge au géant, qui remercie à son tour le pape, il va chez le teinturier, il lui confie sa paire de chaussettes rouges, il se rend au bord de la mer, et là, il entre dans l'eau jusqu'aux chevilles, et il dit « Marie, Marie, Marie ». Et là, oh, il a atteint une taille tout à fait normale. Du coup, il n'avait plus son fond. Alors c'est en nageant qu'il a regagné le rivage. Il est retourné chez le teinturier, il a réclamé sa paire de chaussettes rouges. Et figurez-vous que le teinturier a eu le toupet de lui dire « Nous n'avons pas de paire de chaussettes rouges ».
Mais alors, j'étais là tout à l'heure, je vous les ai confiés. Tenez, je les vois là, au fond du magasin là. Ah, vous parlez des 2 sacs de couchage rouges? Mais c'est pas des sacs de couchage. Écoutez, monsieur, quand je vois des chaussettes qui mesurent 3 mètres dans lesquelles je peux m'enfiler, moi, j'appelle ça des sacs de couchage. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est mes chaussettes, rendez-les-moi. Alors, le teinturier a rendu les chaussettes au géant qui n'était plus un géant, mais il était bien embêté, parce que c'est vrai qu'elles étaient quand même très grandes, hein, ces chaussettes. Comment je vais pouvoir les enfiler, moi, maintenant? Oh, si seulement elles pouvaient rapetisser. Ah, à peine a-t-il prononcé cette phrase que... Oh, 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 les chaussettes ont rapetissé. C'était le premier vœu exaucé par la Sainte Vierge Marie. Alors tout content, il a enfilé sa paire de chaussettes rouges, il s'est mis en marche, mais évidemment il n'avait plus ses longues jambes, donc ça n'allait pas très vite. Et puis il n'avait pas d'argent pour s'acheter un billet de train. Le village de Mireille, il était encore loin, il restait juste quelques jours. Oh là 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 là, jamais je vais arriver à temps au village de Mireille, moi. Ah, si seulement je pouvais m'y retrouver là, maintenant, tout de suite. Oh, 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 pouf, il arrive au village de Mireille, 2e vœu exaucé par la Vierge Marie. Ah, Mireille était là, elle l'a vu, elle l'a accueilli à bras ouverts. Mon cher géant qui n'est plus un géant, pendant ton absence, le curé m'a parlé de toi, c'est formidable ces voyages que tu as fait en Chine, en Bretagne, à Rome. Je veux marier avec toi, mais tout de même, les préparatifs, ça va bien prendre 6 mois. Oh, 6 mois, moi je peux pas attendre 6 mois pour me marier. Oh, si seulement on pouvait se marier là, tout de suite. Oh, oh, oh. 3e vœu exaucé, il se retrouve à la sortie de l'église, habillé en jeune marié, à côté de lui la jolie Mireille dans sa belle robe blanche, les habitants qui lancent des poignées de riz, le curé tout ému, on entend non. Et oui, ils étaient mariés pour le meilleur et pour le pire, plutôt pour le meilleur. À partir de là, ils ont fait des enfants. Et toute la famille a très bien vécu grâce au métier du papa qui construisait des maisons par la vertu de ses chaussettes rouges. Voilà l'histoire. J'ai parlé d'un auteur franco-grec. Donc ceux qui aiment bien Pierre Gripari auront reconnu une histoire de Pierre Gripari. Gripari, c'est un nom francisé en fait. Son père était grec et s'appelait Griparis, donc fameuse famille d'écrivains grecs. Alors on le considère comme français parce qu'il a écrit ses histoires en français, mais il était fier de ses racines et il a notamment laissé une autre histoire qu'on trouve peut-être ici, je ne sais pas, La Sainte Fois Belle, I Pendamorphi, et c'est donc la Blanche-Neige en version grecque qui nous est connue grâce à lui, en français. Voilà. Je passe à une autre histoire qui elle, est proprement grecque, alors c'est un conte populaire grec, déjà ancien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nicolis. Nicolis, ce jour-là, il est tout content. Vous savez pourquoi il est tout content? C'est son anniversaire. J'allais vous jouer joyeux anniversaire, c'est pas la peine, ça a été dit. C'était son anniversaire. Et pour son anniversaire, il a reçu des cadeaux, absolument. C'est un conte un peu interactif, hein, vous pouvez participer. Il a reçu des cadeaux. Et parmi les cadeaux qu'il a reçus, eh bien, un petit instrument de musique. Une clochette. Alors, c'est sa maman qui lui a offert cette clochette. Et cette clochette, je vais vous la décrire. Hein. Si on la tient au bout de ses doigts et qu'on agite le poignet, eh bien, ça fait, croyez-moi ou non, gling, 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 gling. Ben, c'est une clochette, quoi. Et elle fonctionne parfaitement bien. Alors voilà notre ami Nicolis qui la tient au bout de ses doigts, qui agite le poignet et qui se promène dans la maison. Gling, 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 dans la chambre des parents, gling, 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 dans sa chambre, gling, 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 aux toilettes, gling, 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 à la cuisine, gling, 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 dans le couloir. Ça fait 1 heure qu'il fait gling, gling, gling dans la maison. Sa maman lui dit Nicolis, Nicolis, Nicolis. Ah, Nicolis, écoute, je suis absolument ravie que le cadeau que je t'ai offert te plaise à ce point, mais tout de même, tu commences un petit peu à nous casser les oreilles. Écoute, il fait beau aujourd'hui, tu sortirais pas dans le jardin pour faire profiter la nature de ta musique? Ah ben, c'est vrai qu'il fait beau ce jour-là, comme souvent en Grèce, hein. Et puis Nicolis, il adore être dans le jardin. Il sort en agitant le poignet. Ah, dans le jardin, il y a des arbres. Et Nicolis se dit qu'il pourrait accrocher sa clochette à une branche d'un arbre, comme ça, chaque fois que le vent soufflera,
ça fera de la musique dans toute la campagne. Alors il va vers un arbre qui a les branches bien basses, hop, il accroche sa clochette, mais à peine l'a-t-il accroché que l'arbre remonte ses branches tout là-haut. Nicolas, il voit sa clochette là, tout là-haut, il bondit, il saute, il tend les bras pour essayer de la récupérer, mais impossible, elle est beaucoup trop haute sa clochette. Oh, lui, il n'est pas d'accord, hein. Il veut pouvoir la récupérer, sa clochette. Alors il dit, arbre, s'il te plaît, arbre, baisse tes branches pour que je reprenne. Ling, 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 ma clochette. Et l'arbre lui répond, branche dressée, non, je n'ai pas envie. Arbre, s'il te plaît, baisse tes branches, sinon je vais aller chercher la hache pour qu'elle vienne, crac, te couper. Et l'arbre lui a répété, non, je n'ai pas envie. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher la hache, elle était là, la hache. Il lui a dit, hache s'il te plaît, hache, va, crac, couper l'arbre. L'arbre qui ne veut pas baisser ses branches pour que je reprenne, ling, 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 ma clochette. Et la hache lui a répondu, non, je n'ai pas envie. Je suis en train de couper autre chose, je n'ai pas envie de lui couper là. Alors là, vous aurez remarqué que j'ai fait la hache, là. Hein. J'ai fait une tête de hache et j'ai pris une voix de hache. C'est un entraînement, hein, c'est du travail. Et comme j'aime bien la tête de hache, j'ai envie de vous la refaire. D'accord? Comme ça, quand vous raconterez ça à d'autres gens, après, ben, vous pourrez aussi travailler hein, la tête de hache. Regardez bien. Non, je n'ai pas envie de lui couper là. Bon, hache, s'il te plaît, va, crac, couper l'arbre, sinon je vais aller chercher le feu pour qu'il vienne te brûler. Et la hache a répété avec sa tête de hache et sa voix de hache, non, je n'ai pas envie. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher le feu. Feu, s'il te plaît, feu, va brûler la hache qui ne veut pas, crac, couper. Couper quoi? Couper l'arbre qui ne veut pas. On peut faire les bruitages. Baisser quoi? Baisser ses branches pour que je reprenne. La clochette. Ling, 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 ma clochette. Et le feu a répondu, non, je suis en train de brûler autre chose. Je n'ai pas envie d'aller brûler la hache. Alors là, pour le feu, ce que j'aime bien, c'est la voix qui fait. Là, je la trouve assez réussie là-bas. Je vous la refais, d'accord? Non, je n'ai pas envie. Feu, s'il te plaît, va brûler la hache. Sinon, je vais aller chercher l'eau de la rivière pour qu'elle vienne t'éteindre. Mais le feu a répété avec sa tête de feu et sa voix de feu. Non, je n'ai pas envie. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé où? Au bord de la rivière. Rivière, s'il te plaît, rivière. Va éteindre le feu, qui ne veut pas brûler la hache, qui ne veut pas crac, couper l'arbre, qui ne veut pas baisser ses branches pour que je reprenne ling, 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 ma clochette. Et la rivière lui a répondu. Non, je n'ai pas envie. Je suis en train d'irriguer les champs alentours. Parce que moi j'ai du vocabulaire et je n'ai pas envie d'aller éteindre le feu. Rivière, s'il te plaît, va éteindre le feu. Sinon, je vais aller chercher la vache pour qu'elle vienne boire ton eau. Mais la rivière a répété, non, je n'ai pas envie. Ah, Nicolas, qu'est-ce que tu as fait? Chercher la vache. Chercher la vache. Vache, s'il te plaît, vache, vache. Boire l'eau de la rivière, qui ne veut pas. Qui ne veut pas quoi? Éteindre le feu, qui ne veut pas. Brûler la hache, qui ne veut pas. Crac, couper l'arbre, qui ne veut pas. Laisser ses branches pour que je reprenne. Quoi? Pas que ça. Et la vache lui a répondu, non. Je suis en train de goûter de l'air. Je n'ai pas envie d'aller boire l'eau de la rivière. Vache, s'il te plaît, va boire l'eau de la rivière, sinon je vais aller chercher le boucher avec son crank. Oh, il va fort là, Nicolas. Oh, Nicolas. Non, quelque chose de plus doux. Bon, je vais aller chercher la souris pour qu'elle vienne, hop, sauter dans ton oreille. Vous savez tous que les vaches détestent avoir une souris dans leur oreille. Mais la vache a répété, non, je n'ai pas envie. Ah, Nicolas, il est allé où? Il a fait quoi? Il est allé chercher la souris. Souris, s'il te plaît, souris, va, hop, sauter dans l'oreille de la vache, qui ne veut pas. Boire l'eau de la rivière, qui ne veut pas.
éteindre le feu, qui ne veut pas brûler la hache. Brûler la hache, pas brûler l'arbre. Hein. Qui ne veut pas couper l'arbre. Qui ne veut pas baisser ses branches pour que je reprenne ma clochette. Alors là, la souris, évidemment, elle a répondu d'une toute petite voix, donc il faut bien écouter la réponse de la souris. Je suis en train de grignoter un délicieux morceau de fromage suisse. Je n'ai pas envie de sauter dans l'oreille de la vache, quelle drôle d'idée. Souris, s'il te plaît là, hop, sauter dans l'oreille de la vache, sinon je vais aller chercher le chat pour qu'il vienne te manger. Mais la souris a répété. Non, je n'ai pas envie. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait? Cherchez le chat. Chat, s'il te plaît. Chat va manger la souris. Qui ne veut pas, hop, sauter dans l'oreille de la vache. Qui ne veut pas boire l'eau de la rivière. Qui ne veut pas éteindre le feu. Qui ne veut pas brûler la hache. Qui ne veut pas couper l'arbre. Qui ne veut pas baisser ses branches. Pour que je reprenne ma clochette. Et le chat lui a répondu, miaou, je veux bien. Ah, tu veux bien? Tiens, je veux bien. Alors le chat a foncé vers la souris pour la manger. Mais la souris ne voulait pas être mangée. Elle a foncé vers la vache pour sauter dans son oreille. Mais la vache, mettez-vous à sa place, elle n'avait pas envie d'avoir de souris dans son oreille. Elle a foncé vers la rivière pour boire l'eau. Mais la rivière ne voulait pas être bue. Elle s'est dépêchée d'aller vers le feu pour l'éteindre. Mais le feu ne voulait pas être éteint. Il s'est dépêché d'aller vers la hache pour la brûler. La hache ne voulait pas être brûlée. Elle s'est dépêchée d'aller vers l'arbre pour le couper. Mais l'arbre ne voulait pas être coupé. Si bien que il a baissé ses branches et Nicolas a pu reprendre sa clochette. Cling, ling, 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 ling. Et mon histoire, elle est finie. Donc j'aime bien les contes traditionnels, et c'était le cas de celui-ci, contes traditionnels grecs, mais j'aime bien aussi les contes d'auteurs, en tout cas de certains auteurs. Tout à l'heure, c'était Pierre Gripari. Et en Grèce, il y a un auteur qui est formidable, un auteur pour enfants, bien vivant, Eugène Strilizas, qui a écrit beaucoup d'histoires, dont certaines sont très connues des Grecs. Et j'en ai traduit quelques-unes en français. En voici une, qui est très connue en Grèce. Il était une fois 3 petits loups. L'un était gris, le deuxième était blanc, le troisième était noir. Et ils vivaient ensemble chez leur maman loup. Et un jour, leur maman leur dit « Venez près de moi, mes petits loups. Ah, vous savez, vous avez beaucoup grandi. Oh là 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 là, vous êtes devenus de grands petits loups. Il est temps pour vous de quitter cette maison et d'aller vivre dans votre propre maison. Vous reviendrez de temps en temps me rendre visite le dimanche, on boira le thé, on mangera des biscuits. » Je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. Méfiez-vous de Ronchon, l'affreux, le vilain cochon. D'accord, maman, on fera bien attention. Au revoir, maman, au revoir, maman, au revoir, maman. Et les 3 petits loups sont partis sur le chemin de la vie, en chantant. Ils ont marché si bien marché qu'un peu plus loin, ils ont rencontré un kangourou qui poussait une brouette pleine de briques bien rouges. Et bonjour, monsieur le kangourou, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Grand Gourou. Ah, monsieur Grand Gourou, vous êtes d'accord de nous donner les briques que vous transportez dans votre brouette pour qu'on se construise une maison comme notre maman nous a dit? Oh, mais volontiers, mes petits loups, vous avez l'air tellement gentil. Hop, prenez toutes les briques que vous voulez. Ah bah merci, monsieur Grand Gourou. Merci, monsieur Grand Gourou. Merci, monsieur Grand Gourou. Alors, les petits loups ont pris les briques de Grand Gourou et ils se sont construits une maison très jolie et très solide. Alors, le lendemain matin, ils jouaient dans le jardin. C'est un peu étroit ici. Quand tout à coup, ils ont vu arriver Ronchon, l'affreux, le vilain cochon. Alors vite, ils se sont cachés dans la maison, ils ont fermé la porte à double tour. Ils ont entendu Ronchon qui s'approchait et qui disait « Ouvrez-moi donc la porte, à moins que je ne vous sorte !» On n'est pas fou, on n'est pas fou, on n'est pas fou, ont dit les petits loups. Je vais souffler sur la maison, a dit Ronchon. Il a pris son souffle. Ah, le chat il a bougé. Et la maison, est-ce qu'elle a bougé? Elle était beaucoup trop solide. Il rigolait dans la maison, les petits loups. Alors Ronchon est parti. Il est revenu avec une énorme massue. Et avec sa massue, en 2 temps 3 mouvements, il a tout fait d'abattre la
Alors les petits loups ont couru pour échapper à Ronchon. Heureusement, vous savez, j'ouvre ici une parenthèse à caractère scientifique. Toutes les études démontrent que les petits loups courent beaucoup plus vite que les gros cochons. La littérature scientifique est unanime sur la question. Je referme la parenthèse. Heureusement, donc, les petits loups, grâce à la vérité scientifique que je viens d'émettre, ont réussi à échapper à leurs prédateurs, mais tout de même, ils n'avaient plus de maison. Alors, ils sont repartis sur le chemin de la vie. En chantant toujours. Ils ont si bien marché qu'un peu plus loin, ils ont rencontré un castor qui fabriquait du ciment dans une bétonnière. Eh, bonjour, monsieur le castor. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Constructeur. Monsieur constructeur, vous êtes d'accord de nous donner le ciment que vous fabriquez dans votre bétonnière pour qu'on se construise une maison comme notre maman nous a dit? Prenez tout le ciment que vous voulez. Hop. Oh bah merci, monsieur constructeur. Merci, monsieur constructeur. Alors, ils ont pris le ciment de constructeur. Ils se sont construits une maison. Alors, un petit peu moins belle que la première, si vous voulez, mais encore plus solide. Alors, le lendemain matin, ils jouaient dans le jardin. Quand tout à coup, ils ont vu arriver Ronchon, l'affreux vilain cochon. Vite, ils ont couru dans la maison. Ils ont fermé la porte à triple tour. Ronchon s'est approché. Ouvrez-moi donc la porte, à moins que je ne vous sorte. On n'est pas là, on est dans une autre maison, très loin d'ici. Je vais souffler sur la maison, a dit Ronchon. Il a pris son souffle. Le chat n'a pas bougé, mais j'ai l'impression que la maison non plus, je me trompe. Elle était beaucoup trop solide. Je n'ai pas dit mon dernier mot, a dit Ronchon. Il est parti, il est revenu avec... En grec, ça s'appelle compresseur. En français, hein? Compresseur, un marteau-piqueur. C'est un peu un faux ami. Et avec son marteau-piqueur, il a tout fait d'abattre la maison. Alors les petits loups ont couru pour échapper à Ronchon. Heureusement, la vérité scientifique de tout à l'heure était toujours valable. Et ils ont réussi à semer leurs poursuivants, seulement de nouveau, ils n'avaient plus de maison. Alors ils sont repartis sur le chemin de la vie, un peu découragés tout de même. Ils ont marché le long d'une route. Et là, ils ont vu arriver un camion conduit par un rhinocéros. Et dans la benne du camion, il y avait de la ferraille de toutes sortes. Mais de la ferraille flambant neuve, hein. Des rails de chemin de fer, des cadenas, des plaques d'acier, des portes blindées de coffre-fort. Alors, ils ont fait du camion stop. Alors, le camionneur a freiné, il a baissé la vitre, il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» C'est toi qui parles. Non, c'est toi qui parles. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le rhinocéros. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Rhinophéros. Comme le Pokémon. Mais je suis très gentil. J'ai pris une grosse voix pour vous faire peur, mais en fait, je suis très gentil. C'est vrai, monsieur Rhinophéros, que vous avez un petit peu fait peur à mes frères. Monsieur Rhinophéros, vous êtes d'accord de nous donner la ferraille que vous transportez dans la benne de votre camion pour qu'on se construise une maison comme notre maman nous a dit? Seulement, vous savez, il y a Ronchon, on n'arrête pas. Il vient nous casser nos maisons. Volontiers, mes petits loups. Vous avez l'air tellement sympa. Prenez toute la ferraille que vous voulez. Il a appuyé sur un bouton. La benne du camion s'est soulevée. Toute la ferraille est tombée par terre. Et voilà, bonne chance, mes petits loups. Ah ben, merci, monsieur Rhinophéros. Merci, monsieur Rhinophéros. Merci, monsieur Rhinophéros. Alors, les petits loups ont pris la ferraille de Rhinophéros et ils se sont construits une maison. Mais alors, une maison. Vous auriez dû voir ça. Elle était très moche, mais extrêmement solide. On aurait dit un peu une banque suisse. Je sais pas si vous avez su. Alors, le lendemain matin, dans la cour de ciment, protégée par des murs surmontés de fils de fer barbelés, les petits loups jouaient dans le jardin. Quand tout à coup, qu'est-ce qu'ils ont vu arriver, qui passait par-dessus le mur et qui enjambait le fil de fer barbelé? L'affreux Ronchon. En fait, ils ont couru dans la maison, ils ont fermé la porte à quadruple tour, ils ont bloqué le système de sécurité électronique, ils se sont réfugiés dans l'abri anti-atomique au nord helvétique, et là ils ont entendu Ronchon.
qui s'approchait, qui appuyait sur l'interphone et qui disait ça. La maison était flambant neuve, en parfait état, à part l'interphone qui avait un petit peu des parasites. Alors, les petits loups dans la maison, ils ont bien compris le message. Mais vous, je sais pas. Vous avez compris? Non. Alors, il faut que je le refasse. En gros, le message. Voilà, ouvrez-moi donc la porte à moins que je ne vous sorte. Ah, les petits coups, ils lui ont répondu: oh, va te faire cuire un œuf, va te faire cuire un œuf, va te faire cuire un œuf. Ils avaient confiance dans leur banque. Ça veut dire quoi? Je vais souffler sur la maison. Il a pris son souffle, ronchon, ronchon. Non, avec mes deux petits poumons, je ne vais pas pouvoir imiter ronchon, ronchon. J'ai besoin de renfort. Il faudrait que vous souffliez avec moi. Donc, voici la maison. Ah, j'ai compté 1, 2, 3, et puis on va tout souffler. On va essayer d'abattre cette solide maison. D'accord? 1, 2, 3. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était solide cette maison. Bon, ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il est parti, ronchon, ronchon. Il est revenu avec des bâtons de dynamite. Ça va, c'est facile à comprendre. De la dynamite tout autour de la maison. Et puis là, il a appuyé sur le... Comment on appelle ça déjà? Le détonateur. Il a appuyé sur le détonateur et... Toute la maison a explosé. Il y avait des bouts de maison, mais jusqu'au ciel. Tout. Ah, il y a même un bout de maison qui a explosé après les autres, je sais pas pourquoi. Alors les petits loups se sont enfuis. Ils avaient même le bout de la queue qui était tout roussi. Mais ils ont réussi à échapper à ronchon, l'affreux le vilain cochon. Seulement voilà, ils avaient de nouveau pas de maison. Alors ils sont repartis sur le chemin de la vie, les petits loups. Il y en a marre de cette histoire. Ils ont marché, ils sont arrivés jusqu'à la rivière d'une forêt. Et là, ils ont rencontré un flamant rose qui tirait une charrette pleine de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Dans la charrette du flamant rose, il y avait des dahlias, des bégonias, des phlox, des jasmins. Vous connaissez encore d'autres noms de fleurs qu'il y avait dans la charrette? Des géraniums, absolument. Des edelweiss. Toutes sortes de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les saisons. Alors, les petits loups lui ont dit bonjour monsieur le flamant rose, comment est-ce que vous vous appelez? Mi chiamo Flamenco, ma sono italiano, è strano, no? Monsieur le Flamenco, vous êtes d'accord de nous donner les fleurs que vous transportez dans votre charrette pour qu'on se construise une maison? C'est bon, ça veut ronchon. Eh, ma volontiers, mes petits loups, vous avez l'air tellement bravi. Prenez toutes les fleurs que vous voulez. Ah ben, merci monsieur Flamenco, merci monsieur Flamenco, merci monsieur Flamenco. Les petits loups ont pris les fleurs de Flamenco. Dans la forêt, ils ont pris des branches. Et ils se sont construits une cabane, mais alors la plus jolie des cabanes. Elle était charmante, mais évidemment, elle n'était pas très solide. Alors, le lendemain matin, sur la pointe des pieds, les petits loups jouaient dans le jardin. Vous savez, c'est pas très drôle de jouer dans ces conditions. C'est pas du ronchon. Sans mal. Quand tout à coup ils ont vu arriver ronchon, le vilain cochon, vite ils ont couru dans la cabane, ils se sont blottis les uns contre les autres, ils tremblaient de tous leurs membres. Ronchon s'est approché. Ouvrez-moi donc la porte, à moins que je ne vous sorte. On n'a même pas de porte à notre cabane. Je vais souffler sur la maison, a dit ronchon. Il a pris son souffle. Ça sentait tellement bon ces edelweiss, ces géraniums, ces bégonias, ces dahlias, que soudain ronchon est devenu bon. Les petits loups qui étaient encore dans la cabane, qui n'entendaient plus rien et qui voyaient que la cabane tenait encore debout, ils ont passé leur tête à travers l'ouverture qui leur servait de porte. Et là, ils ont vu ronchon en train de danser la farandole. Vous aviez déjà vu un cochon qui danse la farandole? Ça fait une première fois.
Alors les petits loups sont sortis de la maison et lui ont dit: mais monsieur Ronchon, Ronchon, vous êtes bon? Mais bien sûr, mes petits loups, moi je voulais jouer avec vous. Alors les petits loups ont commencé à jouer avec Ronchon, Ronchon. Ils ont joué à toutes sortes de jeux. Ils ont joué à la marelle. Ils ont joué à l'élastique. Ils ont joué à Entre les deux, mon cœur balance. Vous connaissez? Oui. Ils ont joué à Le fermier dans son champ, le fermier dans son champ. Vous connaissez? Ils ont joué à la PlayStation. Ils ont trouvé que c'était pas très intéressant. Ils ont joué à regarder la télé. Et ils ont trouvé que c'était pas très intéressant. Ils ont joué à aller écouter des contes à Lexicopolio dans le quartier de Pangrati. Ils se sont dit: oh mais ça c'est intéressant. Alors ils se sont très bien entendus, les petits loups et Ronchon, Ronchon. Ils ont décidé de vivre ensemble tous les quatre. Et alors je vous raconte cette histoire. Quelque part en Grèce, à la lisière d'une forêt, il y a une cabane dans laquelle vivent 3 petits loups et un cochon que depuis ce jour on n'a plus jamais appelé Ronchon, Ronchon, le vilain cochon, mais tout le monde l'appelle Ronchon, Ronchon, le gentil petit cochon. Voilà. La vraie histoire. Il y a des gens qui des fois me disent: ah mais je connais une histoire qui ressemble, 3 petits cochons. Bon, ça c'était la vraie histoire originale des fameux 3 petits loups et du grand méchant cochon. Voilà. Une histoire d'Eugène Kivizas, qu'il a écrite, il est bilingue lui-même, hein, celle de grec et l'anglais. Il l'a écrite et en anglais et en français, et elle a été traduite dans de nombreuses langues. C'est un peu dommage, elle a été traduite à partir de l'anglais vers le français, vers l'italien, l'allemand, etc. Donc moi je m'appuie sur la version grecque, et puis après évidemment je la façonne un peu à ma guise, hein. Il n'est pas tellement question de banque suisse sous la et ça. Voilà, c'est la petite touche personnelle. Voilà, je peux vous en raconter encore une petite si vous voulez. Oui. D'accord. Alors une histoire grecque, presque grecque, chypriote, très ancienne. Un jour, tous les oiseaux du monde se sont réunis. Il y avait là la bécasse, pas de bécasse, il y avait la bécasse. Il y avait l'oie, il y avait la canne, tous les oiseaux du monde. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, leurs petits ne savaient ni lire ni écrire. Alors ils ont décidé de fonder une école pour que leurs petits apprennent à lire et à écrire. Alors ils ont engagé un enseignant, ils ont trouvé un local, les parents oiseaux sont allés inscrire leurs petits à l'école, qui s'est mise à fonctionner et tout allait très bien. Mais au bout de quelques temps, pour qu'il y ait une histoire, il faut un problème quand même. Au bout de quelques temps, le maître d'école s'est rendu compte que plusieurs petits n'avaient pas fait leur devoir. Ah, c'est pas bien, hein? Pour tous les enseignants, c'est choquant. Donc le maître les a retenus à midi, privés de repas, pour faire leurs exercices. Et parmi les petits qui étaient punis, il y avait le petit de Madame Chouette. Quand Madame Chouette, vers midi 10, midi et quart, s'est rendue compte que son petit ne rentrait pas, elle s'est inquiétée. Elle a vu d'autres petits qui rentraient d'école avec leur cartable sur le dos. Elle les a interrogés: mais mon petit, où est-ce qu'il est? Ah, Madame Chouette, votre petit, il est resté, il est retenu à l'école, il n'avait pas fait ses devoirs. Oh là 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 là. Mais mon fils, il est en pleine croissance, faut qu'il mange, faut que je lui apporte un peu de pain. Elle se rend à la cuisine, elle prend un morceau de pain qu'elle cale sous son aile gauche et ti ti ti, tu, elle se rend à l'école. Les chouettes, chaque fois qu'elles vont à l'école, elles chantent cette chanson. Et puis voilà qu'en chemin, elle passe devant la maison de Madame Perdrix. Le petit de Madame Perdrix aussi faisait partie des punis parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Ah, Madame Chouette, où est-ce que vous allez comme ça? Oh, ben je vais voir mon petit à l'école, il est puni, je lui apporte un bout de pain. Eh bien, vous tombez très bien, Madame Chouette, parce que mon petit aussi, il a été puni. Vous auriez la gentillesse de lui apporter un bout de pain? Oh, ben, je veux bien, oui. Alors, Madame Perdrix va à sa cuisine, prend un bout de pain qu'elle tend à Madame Chouette, elle prend le bout de pain, elle le cale sous son aile droite. Ah, attendez, Madame Perdrix, il y a un problème. Votre petit, moi, je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il ressemble. Oh, pour ça, c'est très facile, Madame Chouette. Mon petit, c'est le plus beau petit de toute l'école. Vous le reconnaîtrez tout de suite. Ah, bon, très bien. Alors, Madame Chouette continue son chemin avec sa petite chanson.
Ti, 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 tu, tu, to, 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 cuit, cuit. Là, je vous ai chanté la version intégrale. Il faut la retenir parce que peut-être qu'après, vous serez interrogé sur la chanson. Elle est arrivée à l'école, elle a demandé l'autorisation au maître de donner un bout de pain à son petit. Le maître y a consenti, donc elle est allée vers son petit, gentiment, mais tout de même avec les yeux un peu courroucés, elle lui a donné son bout de pain. Et puis elle a regardé tous les petits qui étaient punis, et bien ils étaient très nombreux, qui n'avaient pas fait leur devoir. Alors elle a dévisagé tous les petits. Bon, elle n'a pas vu le petit de la perdrix. Alors ma foi, avec le bout de pain de Madame Perdrix, elle est rentrée chez elle. Alors les chouettes, quand elles rentrent de l'école, elles chantent la même chanson que quand elles y vont. C'était quoi la chanson déjà? Je vous l'ai pas dit beaucoup. Hein. Cuit. Et en rentrant chez elle, elle est repassée devant chez Madame Perdrix. Ah, Madame Chouette, vous lui avez donné son bout de pain à mon petit? Oh ben non, Madame Perdrix, quelle histoire! Je suis restée 1 heure à dévisager les petits-enfants. Mais votre petit, je ne l'ai pas vu. Parce que le plus beau petit de toute l'école, c'est le mien. Vous avez trouvé la Chypre. Voilà, une histoire de Chypre qui est universelle, en fait. Comme toutes les histoires. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas vous faire une conférence, hein, n'ayez pas peur. Mais, le fait est que le répertoire d'histoire en Grèce est extrêmement riche. Il y a énormément d'anthologies qui existent. Moi, je me suis notamment servi, c'est-à-dire j'ai puisé chez Yorgos Ioannou ta Paramythia tu Laoumas. Je ne sais pas si vous l'avez. Ouais. On va regarder dans l'ordinateur. Moi, j'ai apporté mes exemplaires. Aussi Mégas, qui est un peu le pape, si vous voulez, des traditions populaires grecques. Ellinika Paramythia, simplement, 2 tomes. Donc c'est pas mal là-dedans que j'ai puisé pour publier donc, deux recueils en français. Donc c'est des traductions, adaptations. Hein. On a le droit, quand il s'agit de littérature orale, de faire preuve d'une certaine liberté. C'est le travail du conteur de prendre des contes, mais de les remanier pour les faire siens. Hein, c'est tout à fait licite. Voilà, donc c'est aussi ce que j'ai fait là. Contes de Grèce, donc si après vous-même vous les racontez, vous avez le droit, vous les changez, vous n'êtes pas du tout obligé de dire mon nom. Et puis aussi Contes de Grèce et de Chypre, qui est un peu plus ancien, qui est très difficile à trouver. Ici, ils l'ont encore, c'est extraordinaire, donc bravo. Il est plus ancien, il a été réédité, mais il est quasiment épuisé. Voilà, donc je vous remercie encore beaucoup d'être venus, vraiment. J'en connais beaucoup d'histoires, mais je ne veux pas non plus trop vous saouler. Voilà, merci encore, Odile. Je nous rappelle que tu reviens. Ouais, je vais tâcher de trouver une date libre où je pourrais revenir. Et merci beaucoup vraiment d'être venus et merci encore pour la